Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve les gars pour parler d'une affaire qui, vous allez voir, est extrêmement particulière et extrêmement dérangeante, c'est l'affaire de Mary Bell. Pour vous mettre un peu dans le contexte du coup, Mary Flora Bell, c'est une jeune fille qui est née le 26 mai 1957 à Newcastle en Angleterre. Elle vivait du côté ouest de Newcastle, du coup dans une région appelée Scotswood. La mère de Mary, donc Betty, c'était une prostituée qui était souvent absente de la maison parce qu'elle était souvent à chercher du travail et du coup elle voyageait énormément. Betty, elle a eu extrêmement jeune Mary parce qu'elle est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. L'identité du père biologique de Mary n'est même pas connue parce qu'il est parti avant la naissance de Mary et Mary a même pensé pendant une grande partie de sa vie que c'était Billy Bell, un criminel multirécidiviste qui a épousé Betty juste après la naissance de Mary. Sauf que Billy, il va sortir quelques années après de la vie de Mary parce qu'il va être arrêté pour vol à main armée. Vous commencez déjà à comprendre un peu le contexte familial, mais laissez-moi vous dire que ça ne s'arrête forcément pas là. La relation entre Mary et sa mère Betty sont extrêmement destructrices, tellement qu'il y a même des témoignages de la famille qui auraient dit avoir vu Betty essayer de tuer Mary à plusieurs reprises pendant les premières années de sa vie et avoir voulu faire passer ça pour des accidents. Mary, elle serait donc tombée accidentellement d'une fenêtre, aurait pris accidentellement des somnifères, aurait failli clairement se noyer dans la baignoire accidentellement. Mais franchement, c'est vraiment une vraie maladroite cette Mary, on va pas se le cacher. En plus, après la chute que Mary a vécue en tombant d'une fenêtre, elle a souffert de dommages cérébraux au niveau du cortex préfrontal. En gros, d'une partie du cerveau associée au mouvement volontaire et à la prise de décision. Vous le verrez après, cette information est super importante. Malheureusement, c'est clairement pas tout. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Betty, la mère de Mary, est prostituée à ce moment-là. Elle a un petit truc en plus, c'est le sadomasochisme. Le problème, c'est que de nombreux témoignages, dont celui de Mary, ont prouvé que quand Mary avait 4 ou 5 ans, sa mère l'a fait asseoir devant un lit sur lequel elle était avec un homme et l'a forcée à regarder, puis s'en est pris par la suite à elle. Concrètement, elle va être violée par sa mère et ses clients à plusieurs reprises. Ils vont même l'étrangler, bref, elle va subir énormément de sévices. C'est ignoble, sauf que à 5, 6, voire 7 ans, Mary, elle recherche absolument l'amour qu'elle ne reçoit de personne, et du coup, elle va se mettre à se prostituer toute seule. Bon, je crois que vous avez compris comment est sa mère, et du coup, elle dit à Mary « Ah, c'est bien, tu te prostitues toute seule. Bah du coup, tu vas me donner tout l'argent que tu gagnes. » Oui. Une bonne mère quoi. Pendant des années, au vu du contexte familial, Mary elle va montrer énormément de signes d'agressivité, c'est clairement une enfant instable. Malheureusement ça ne va pas s'arrêter là parce qu'en 1968, Mary elle va être admise à l'école avec une autre enfant de son quartier qui s'appelle Norma Bell. Alors oui, je le précise, les noms de famille c'est une coïncidence, elles n'ont aucun lien de parenté. Norma elle a quand même 2 ans de plus que Mary, mais elle est beaucoup plus sainte d'esprit si je puis dire, et du coup elle est clairement sous l'influence de Mary. Cette année-là, Mary elle a 10 ans, Norma elle a 12 ans, elles sont en train de se balader dans le quartier et elles voient en fait un enfant de 3 ans qui est en train de jouer tout seul. Et qu'est-ce qu'elles vont décider de faire du coup? Elles vont décider tout simplement de l'enlever. Elles lui disent bah écoute suis-nous, on va aller t'acheter des bonbons. Oui, apparemment cette technique existait déjà à l'époque. Le petit garçon va donc les suivre et il va se passer des heures et des heures sans que personne revoie ce garçon. Il va clairement finir par réapparaître seul, complètement désorienté, mais surtout en sang dans la rue. La police ne fait pas plus de recherches que ça, ils disent tout simplement que le garçon a dû se perdre et a dû tomber quelque part en fait. Et du coup ils clôturent clairement l'affaire. Quelque temps après, une mère d'une enfant avec qui Mary va à l'école va aller se plaindre au commissariat et va dire oh voilà, Mary elle a essayé d'étrangler sa fille, Mary elle est violente, elle va donc porter plainte. Et encore une fois la police dit bon bah non mais madame c'est simplement des jeux d'enfants, c'est rien quoi. Encore une fois, ils clôturent l'affaire. Le 25 mai 1968, Martin Brown, qui est un enfant de 4 ans, est en train de jouer dehors en fait avec d'autres enfants. Ses parents, ne le voyant pas revenir quelques heures plus tard, ils vont commencer à s'inquiéter. Alors oui, ça peut paraître bizarre qu'il soit sans surveillance, mais à cette époque-là et à cet endroit-là, tous les enfants jouaient dehors sans la moindre surveillance, quel que soit leur âge. Martin va être retrouvé quelques heures plus tard dans un immeuble abandonné par un petit garçon. Quand la mère de Martine arrive sur les lieux, elle voit un homme sortir avec Martine dans ses bras et elle pense simplement que Martine est inconscient, il ne réagit pas, il a une petite tache de sang ici, donc tout le monde pense qu'il est simplement tombé. Sauf qu'en arrivant à l'hôpital, on lui annonce le décès de son fils. La cause étant déclarée comme naturelle, l'affaire va donc être classée. 2 jours plus tard, la crèche du quartier est saccagée, mais au milieu de tout ce bazar, ils retrouvent 2 papiers, dont un sur lequel il est écrit « Nous avons tué Martin Brown ». Il ne va encore une fois pas y avoir d'enquête parce que la police conclut à une blague. Ils font vite les conclusions chez eux apparemment. Fait important,
Quelques jours plus tard, Mary, elle va retourner à l'école, mais elle va ressentir le besoin d'écrire. Donc elle va commencer à écrire dans son cahier, et elle va commencer à parler de la mort de Martine. Mais elle va pas faire que écrire sur la mort. Elle va aussi faire un petit schéma du corps de Martine, dans une position très particulière, et avec pas loin de Martine une boîte de médicaments. Vous allez comprendre après pourquoi ça a son importance. Le 31 juillet 1968, Mary et Norma vont commencer à jouer dehors avec un jeune garçon de 3 ans nommé Brian Howe. Problème, encore une fois, le soir même, le corps de Brian est découvert sur un terrain vague. Le problème, c'est que ce n'est pas tout. On va découvrir que Brian est décédé par strangulation, mais qu'en plus, il y avait des cheveux coupés étalés sur le corps, un M gravé sur le torse de Brian et le pénis de Brian complètement mutilé. Là, les enquêteurs commencent à faire des rapprochements entre les affaires, à se dire que c'était peut-être pas des accidents, et du coup, ils vont décider de rouvrir l'affaire de Martine. Les enquêteurs entendent souvent le nom de Mary qui revient pendant les affaires, pendant les enquêtes, la jeune fille qui avait été étranglée, la plainte contre Mary. Du coup, ils décident de fouiller un peu plus, sauf qu'en fouillant les affaires de Mary, ils trouvent son fameux cahier, dans lequel elle a parlé, je vous rappelle, de la mort de Martine. Mais elle n'a pas fait encore en parler, et comme je vous ai dit, il y avait un dessin, et sur ce dessin, il y avait une boîte de médicaments. Et problème, la boîte de médicaments, seuls les enquêteurs étaient au courant qu'elle était là. Ils l'ont enlevée des lieux du crime et ils n'en ont parlé à personne. Donc ça veut dire que seul l'assassin pouvait être au courant de ce fait-là. Donc là, ils se disent, ok. Sauf que Mary, on la voit souvent avec Norma. Donc ils vont commencer à interroger les deux. Mais elles ne sont pas en accord du tout sur leur version. Il y a des choses qui divergent complètement. Elles racontent pas tout à fait la même chose. Il y a des détails qui changent. Du coup, ça paraît extrêmement bizarre aux policiers, aux enquêteurs, et ça confirme la piste. Donc le 8 août 1968, Mary et Norma vont être accusées des deux meurtres. Quelques mois plus tard, donc le 17 décembre 1968, le procès va avoir lieu. Sauf que Norma, elle est complètement acquittée des deux crimes. Ils se disent, ah, elle a un petit retard mental, elle a dû être influencée par Mary. Donc on va l'acquitter des deux crimes. Oui, oui, je vous assure. Mary, quant à elle, elle va être condamnée pour 12 ans de prison pour homicide involontaire avec responsabilité limitée. Premièrement, à cause de son âge, elle a 12 ans au moment des faits, hein, c'est pas beaucoup. Deuxièmement, à cause de son passé, du passé de tout ce qu'elle a vécu avec sa mère. Et troisièmement, ils vont se rendre compte pendant le procès qu'elle ne gère pas bien les émotions. Et du coup, ils vont vite poser le diagnostic de psychopathie. Elle va donc sortir en 1980 à l'âge de 23 ans. Quelques mois plus tard, elle aura même une fille et toutes les deux vont bénéficier d'une identité protégée. Elles ont donc toutes les deux aujourd'hui des faux noms. Ce qui arrive souvent avec les enfants qui ont commis des crimes, c'est pour leur donner une genre de seconde chance dans la société en fait. Les affaires de meurtre commis par des enfants sont toujours extrêmement difficiles. Est-ce que ce sont les parents qui sont responsables ? À cause de l'éducation ? Est-ce que le fait qu'elle ait une telle enfance peut permettre de justifier ses actes ? Et du coup, est-ce qu'elle mérite vraiment une seconde chance dans la société avec une nouvelle identité à sa sortie de prison ? Bref, plein de questions que je me pose, comme d'habitude, vous connaissez les comportements humains. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, franchement je me ferai un plaisir de le lire. N'hésitez pas à me dire également si vous aviez entendu parler de cette histoire. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo, tout ça, si la vidéo vous a plu. Et en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir. Et écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.